Merci d'être venu. Je m'appelle Lydia Stankiewicz, je suis thérapeute spécialisée dans l'infertilité, dans l'accompagnement de ce qu'on appelle l'infertilité. Voilà, merci à Philippe, merci à Anne de m'avoir invitée une fois de plus. Je pense que certains d'entre vous savent que je fais souvent les conférences pour l'association, des conférences pour l'association. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de quelques questions que vous vous posez, que les gens se posent avant de partir pour le don d'ovocytes, avant de partir pour cette conception qui est différente des autres conceptions. Je n'ai pas prévu de répondre aux questions, mais j'ai prévu simplement d'éveiller des interrogations, des réflexions chez vous, parce que j'estime que ça fait partie du cheminement lorsqu'on se prépare à cette procréation-là. Et ça vaut le coup de se poser ces questions-là avant de voir votre enfant en chair et en os, avant de voir sa tête. La première question qui attire mon attention quand on parle du don d'ovocytes, c'est la question de la notion de la fertilité et de l'infertilité elle-même. Pourquoi ? Parce que depuis que le don existe, depuis pas mal d'années, on voit pas mal d'articles dans la presse, on en parle beaucoup à la télé, à la radio, etc. Et je vois et j'entends parler du don comme d'un traitement, un traitement de l'infertilité, comme d'un médicament, une solution miracle. Même Philippe en parle comme d'une solution miracle. C'en est une, c'est vrai. Quand on n'arrive pas à avoir d'enfant naturellement, ça paraît une solution miracle. Mais l'aspect traitement me gêne beaucoup, parce que pour moi c'en est pas en fait. On ne peut pas dire que c'est un médicament qui traite l'infertilité. D'abord parce que l'infertilité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une maladie ? Qu'est-ce que c'est la fertilité ? La fertilité, c'est un certain nombre de choses réunies, des organes qui fonctionnent bien, un psychisme qui fonctionne bien, une certaine harmonie qui se réunit dans le corps, qui existe dans le corps et qui nous permet de faire un enfant. Et on ne peut pas, au vu de ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire des femmes qui tombent enceintes naturellement après avoir fait des enfants par don d'ovocytes, ou des femmes qui ont recours au don d'ovocytes plusieurs fois, parfois 6-7 fois, et qui ne tombent jamais enceintes, on ne peut pas dire que c'est un traitement de l'infertilité, on ne peut pas dire que c'est une solution miracle. C'est pourquoi je me pose la question sur le vocabulaire, et je pense que c'est vraiment très très important d'en parler, et ne plus parler du don comme quelque chose qui guérit de l'infertilité, et quelque chose qu'on peut utiliser comme ça parce qu'on a décidé d'avoir un enfant. Et ça, cette question d'utilisation du don m'amène à la question du désir d'enfant et de la décision de faire un enfant, parce qu'il y a ces deux choses qui sont importantes dans votre projet. C'est-à-dire, d'un côté, vous désirez un enfant, mais d'un autre côté, lorsqu'il y a la question du don qui se pose, on n'en parle plus vraiment du désir, mais on parle du projet de faire un enfant. Et faire un projet, réaliser un projet, c'est comme acheter une maison. Tout est possible. On fait appel à telle et telle clinique, à tel et tel médecin, comme on ferait appel à telle et telle société pour construire quelque chose. Donc je pense qu'il faut se poser pas mal de questions lorsque vous vous préparez pour concevoir vos enfants de cette manière-là, pour répondre en fait à ce qui se passe vraiment en vous lorsque vous vous préparez à cette procréation-là. Voilà, ça c'est vraiment juste un questionnement, je réponds à rien, je ne suis pas là pour vous juger, mais vraiment la question doit être posée entre ce qui est désir, projet, facilité d'accès, difficulté d'avoir un enfant, etc., etc. Je crois qu'en fait, le fait de pouvoir faire un enfant facilement avec le don d'ovocytes pose un autre
questionnement, une autre problématique, c'est la problématique de choix. Aujourd'hui, on a un choix de la manière dont on veut concevoir un enfant. On peut le faire par FIV simple. Si on ne réussit pas, on va concevoir par don. On peut faire l'enfant seul, sans le papa. On peut faire l'enfant avec un double don. On peut faire des enfants avec la GPA, par exemple. On a énormément de choix. Et la question du choix est liée pour moi à la question du projet. Je crois qu'il est important de réfléchir, encore une fois, en faisant ce cheminement, à ce qui vous habite vraiment et pourquoi vous y allez et comment vous appréhendez cette aventure de l'enfantement. J'en parle parce que souvent, les dames ou les couples me disent en cabinet que leur enfant, puisqu'elles ont la possibilité de le faire, va par exemple souder leur couple, parce qu'elles y ont droit, parce que si la nature a été injuste avec elles, elles vont se rendre justice. Donc c'est une question d'utilisation, en quelque sorte, entre guillemets, que je pose. Réfléchir, pourquoi on fait l'enfant, quelle est la source de cette envie-là, et de cette façon s'aider à appréhender cette maternité et cette parentalité-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je me pose, que je me suis posée, c'est justement la question de la possibilité. La possibilité est donnée aujourd'hui aux femmes et aux hommes physiques de faire l'enfant à n'importe quel âge. Est-ce que l'on peut faire un enfant à n'importe quel âge? Puisque le don est là, puisque la technique est là, elle nous permet de le faire. Est-ce qu'une femme peut faire un enfant par choix, comme ça, après 40 ans ou après 45 ans, parfois à 50 ans et même plus? Est-ce qu'on peut le faire? A priori, techniquement, oui. D'ailleurs, vous êtes là, les cliniques sont là, on sait que ça aide, et c'est possible de le faire. Mais c'est bien aussi de se poser la question et savoir, est-ce que mon corps peut faire cela? Est-ce que mon corps risque quelque chose en faisant cela? Et est-ce que je fais risquer quelque chose à mon enfant plus tard? Je ne suis pas là pour vous faire peur, surtout pas, surtout que j'ai été concernée par le sujet, mais simplement pour ouvrir votre conscience à ce qui est de l'ordre du raisonnable ou plutôt à ce qui est bon pour vous. Parce qu'effectivement, c'est possible, techniquement, biologiquement, mais est-ce que c'est bon pour vous? On sait aujourd'hui qu'après 45 ans, par exemple, il y a un fort risque de problèmes cardiaques, de diabète, de prééclampsie. Tout ça, ce sont des premières causes de la mortalité maternelle, par exemple, aujourd'hui au monde, etc. C'est bien pris en charge dans nos pays occidentaux. Mais il faut se poser la question, à savoir qu'est-ce qui me mène, quelle énergie j'ai pour que cet enfant, pour aller jusqu'au bout de ce projet, pour que je le fasse après 45 ans, après 50 ans. Donc ça, c'est la deuxième question. Et elle m'amène à une troisième question, pardon. C'est que cette histoire du choix que j'ai évoqué tout à l'heure est encore plus large que le fait de faire un enfant de cette façon ou de l'autre, enfin d'une autre façon. Et elle va jusqu'à choisir le père de son enfant, pas le père, mais le donneur de son enfant, quand c'est un double don. Elle va jusqu'à choisir la dame qui va donner les ovocytes. Elle va jusqu'à, parfois, je ne dis pas dans les cliniques qui sont présentes ici, mais dans certaines cliniques dans le monde, on peut choisir le sexe du bébé, la couleur de ses yeux, etc., etc. Elle va jusqu'à choisir pratiquement tout, en fait. Et c'est une question qui pose effectivement un problème, en tout cas pour moi, parce qu'on se demande quelle est la part
de la décision humaine, justement, de ce projet? Et est-ce que la femme, je parle de la femme et je parlerai des hommes, ne devient pas toute puissante dans cette histoire-là? C'est important parce que, en fait, depuis un certain nombre d'années, on remarque, je remarque, mais d'autres aussi, que lorsqu'on fait un enfant, d'ovocyte, on va chez le médecin, enfin la femme va chez le médecin, soit avec son époux, son mari, le futur papa de son enfant, soit pas. Mais en fait, c'est comme s'il faisait une petite cuisine entre eux, c'est-à-dire le médecin et la dame, et le papa, il est à côté. Et c'est pas parce qu'il veut pas participer, c'est parce qu'en fait, il ne sait pas quoi faire. Donc en fait, c'est comme si l'enfant était conçu indirectement entre le médecin et la femme, et papa mis de côté. Et moi, ça me fait penser à la toute-puissance féminine. C'est très, très intéressant de pouvoir faire ça. C'est merveilleux de pouvoir faire des enfants comme ça. Mais ça m'invite à vous inviter à faire participer vos hommes, vos papas, si vous faites des enfants en couple. Et que les papas, les futurs papas, comprennent que même si cette chose se passe entre le médecin et vos femmes, qui comprennent qu'ils sont là pour quelque chose. Ils sont là pour être justement les pères de ces enfants-là. Donc la question de la puissance, la toute-puissance féminine, elle est évidemment liée à la question du pouvoir, puisqu'on peut tout faire aujourd'hui, techniquement, encore une fois. Et c'est juste un petit rappel pour vous dire qu'en fait, lorsque vous faites ce cheminement, faites-le à deux. Si vous le faites à deux. Si vous êtes seul, évidemment, vous le ferez seul. Mais faites-le à deux, parce que l'histoire de votre enfant, même s'il ne vient pas de vos ovocytes, commence avec vous deux. Elle commence avec votre amour et avec votre désir commun de fonder une famille. Et c'est là qu'elle ne doit pas être mélangée avec juste un projet, un enfant, si je peux. Un enfant, si je veux. Pourquoi pas? Un autre questionnement, je ne sais pas si vous allez m'aimer après ce que je vais dire, mais je le dis quand même, ça vaut le coup de réfléchir. Comme la femme est toute puissante, elle est complètement capable de faire un enfant de A à Z toute seule, elle s'émancipe de plus en plus, et ça me fait penser à une autre histoire, c'est l'histoire de l'IVG. Vous savez pourquoi? Parce que dans la presse, lorsqu'on parle de l'IVG, on voit souvent les pages entières des femmes nues, souvent cautionnées par le ministère de la Santé. Mon corps m'appartient. Ok, ça c'est pour l'IVG, c'est la liberté de la femme. Mais moi, ça me rappelle beaucoup le don d'ovocytes aussi. Moi, je peux, mon corps m'appartient, c'est mon corps, c'est mon utérus. Je peux faire appel au don. Donc je le fais. Si je décide, je le fais. Et ça me fait penser justement à la liberté de la femme. Et encore une fois, cette histoire de l'homme, du couple, de ce qui est à l'origine de votre enfant, de votre désir d'enfant, revient comme un refrain pour qu'on n'oublie pas, tout simplement. Alors, de là, je passe donc à la question de la liberté que je viens d'évoquer. Et je passe à la question du droit. C'est comme pour l'interruption de grossesse. Là, vous avez droit de faire ces enfants-là. Excusez-moi, je vais juste boire un coup d'eau. Donc, vous avez droit à cet enfant-là, légalement. Donc, vous vous dites aussi, j'y ai droit. Parce que la vie me l'a ôté, ce droit-là. Donc, j'y ai droit. C'est pareil, c'est intéressant de réfléchir à ça, comme à son désir d'enfant, au fondement, aux origines, aux véritables origines, sans parler des origines génétiques, mais aux véritables origines de l'existence de ce futur enfant. Et puisqu'on parle de droit,
puisqu'on parle du fait que c'est possible, que c'est légal, je me dis qu'il serait intéressant aussi de parler de la légitimité. Et là, on passe à des questions un peu plus pratiques que les gens se posent quand ils font des enfants, pardon. C'est légal, c'est possible, j'y ai droit, je peux, je le veux. Mais est-ce que je serai la mère légitime? Bah oui, parce que dans son corps, il y a un ADN qui n'est pas à moi. Alors on se pose la question de la légitimité. Et au cabinet, ce que j'ai, c'est récurrent, c'est je ne sais pas si je fais cet enfant pour quelqu'un, ça va pour mon mari. Je ne sais pas si ce sera mon enfant ou si ce sera l'enfant de mon mari et de la donneuse, parce qu'après tout, il y a une troisième tête. Je serai peut-être juste une mère porteuse. Et c'est ça qu'on travaille pour préparer la grossesse, c'est très important ça. Parce que cette question de la légitimité en tant que mère sera celle de la légitimité pour l'enfant aussi. Si dans votre tête, cette question est claire, elle sera claire pour l'enfant. S'il n'est pas clair pour vous, elle ne le sera pas pour l'enfant. Donc, il faut absolument appréhender cette question en vous préparant à cette maternité-là. Et la question de la légitimité, pour moi, on ramène une autre, c'est celle d'identité. D'identité en tant que mère, en tant que véritable parent de cet enfant. Et ça sera la même chose pour l'identité de l'enfant. J'entends encore un couple, enfin des couples, parce que c'est quand même, ça se répète, hein, c'est tout à fait normal, dans ce cheminement-là, des gens qui me disent moi je ne vais pas créer des problèmes, je vais arranger ma vie pour que tout soit simple pour mon enfant, parce qu'il aura déjà son histoire à gérer. Mais quelle histoire il aura à gérer? C'est votre histoire. Elle a commencé avec vous. Donc il faudra répondre à cette question-là. Quelle histoire votre enfant aura à gérer? Comment le préparer? Comment vous préparez pour que vous soyez bien, pour que vous soyez heureux avec cette histoire-là? Et à ce moment-là, pour l'enfant, la chose sera évidemment beaucoup plus simple. Tout commence par vous. Et donc, si vous êtes au clair avec votre identité en tant que mère, en tant que père, votre enfant sera clair avec son identité en tant que votre enfant. Et cette question-là m'amène à une autre question, qui est celle de la différence. Parce que justement, cette maman me disait, il aura déjà une histoire à gérer, son histoire à gérer, mais c'est un gros sac à dos, son histoire, vous imaginez quand même, on ne va pas lui créer d'autres problèmes à l'école. Il n'est quand même pas comme les autres enfants. Mais en quoi est-il différent? Ah bah, il y a quelque chose qui a été coupé dans la lignée. Quelque chose, c'est-à-dire l'ADN. C'est plus le même. Et donc là, c'est une véritable réflexion à tout ce qui est tout ce qui est héritage, tout ce qui est lignée. En quoi réside le prolongement de votre lignée? Est-ce qu'elle se situe dans les gènes? Est-ce qu'elle se situe ailleurs? Je n'aurai pas de discours scientifique. Je ne suis pas comme Monsieur Chicolella. Mais voilà, c'est vraiment une question importante pour que vous soyez encore une fois clair avec vous. En quoi votre enfant sera différent des autres enfants? Puis de toute façon, vous savez, aujourd'hui, un couple sur 6 est confronté à l'infertilité. Moi, je n'ai pas les vrais chiffres du don d'ovocytes parce que, d'ailleurs, Philippe, je pense que tu seras plus à même de les donner. Le don d'ovocytes en France, sais-tu à combien s'élève le pourcentage du don d'ovocytes en France? 256 enfants nés en 2016. D'accord. Alors, ça, c'est le don d'ovocytes en France. Ouais. Les parents qui ont conçu les enfants par don d'ovocytes à l'étranger, on ne les aura pas, ces chiffres-là, parce que toutes les cliniques reçoivent des milliers et des milliers de couples français par an, et les cliniques sont nombreuses, rien qu'à Barcelone, il y en a plusieurs. Et il y en a pratiquement dans tous les pays européens.
ça veut dire en fait qu'ils sont nombreux. Ça veut dire qu'ils sont nombreux et ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas si différents que ça, mais on ne le sait pas. Moi, dans mon cabinet, petit cabinet, il y a d'autres personnes comme moi qui font de l'accompagnement. Je reçois 5 personnes nouvelles par mois. Par mois, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Mais évidemment, on n'en parle pas facilement. On ne va pas crier sur les toits qu'on a fait l'enfant par don d'ovocytes. Mais ça attire mon attention parce que quand on parle de la différence, oui, c'est différent parce qu'on ne le fait pas sous la couette. Mais enfin, ils sont quand même de plus en plus nombreux, ces enfants-là, parce qu'il y a de plus en plus d'infertilité due à l'insuffisance ovarienne, à l'environnement, que sais-je. Hein, les causes sont multiples. Mais c'est vraiment énorme, le nombre d'enfants qui sont faits par don de gamètes aujourd'hui. C'est pour ça que différents, oui, mais. Et je pense que c'est important, étant donné toutes ces questions-là, lorsque vous vous préparez, de voir ce qui est possible, faire la différence entre ce qui est possible, comment vous pouvez appréhender ce qui vous est possible, parce que c'est possible de le faire techniquement, et comment c'est bon pour vous. Tout simplement, merci.